Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? Alors, je vois des personnes qui sont connectées avec la caméra. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois quelques hochements de tête. Oui, oui. Et on entend très bien. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle édition des mardis du CMAP. Événement maintenant récurrent où nous traitons des mardes autour de plusieurs thématiques, toujours évidemment autour de la médiation, alors médiation d'affaires en général, médiation sociale, mais aussi arbitrage. Et c'est cette dernière thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir pour traiter de l'épineux sujet du règlement de l'arbitrage au CMAP, Louis de Goos, qui est Managing Partner chez Kyle Gates. Tu en diriges également l'activité contentieuse, oui. arbitrage et médiation. J'ai lu que tu avais autour d'une centaine d'arbitrages à ton actif. Aussi bien donc en qualité d'arbitre qu'en qualité de conseil. Tu accompagnes tes clients dans des procédures arbitrales et aussi bien auprès d'institutions françaises qu'internationales, également en arbitrage ad hoc. Et tu étais la personne idéale pour traiter de cet épineux sujet ce matin, puisque tu depuis longtemps et à 2 titres, voire 3, peut-être même 4, mais tu me diras. Alors là, je suis presque perdu, moi. Presque perdu. Le premier, puisque évidemment tu es arbitre agréé auprès du centre et tu as eu l'occasion de traiter des procédures à nos côtés. Tu as participé également à la rédaction de notre règlement d'arbitrage et tu vas participer à sa refonte qui fait partie de nos grands projets de développement pour l'arbitrage cette année. Et nous avons la chance de te compter parmi nos formateurs au sein de l'Institut 131, qui est le centre de formation du CMAP. Et tu animes pour nos candidats arbitres, nos professionnels qui souhaitent se former à l'arbitrage, aux côtés d'éminents arbitragistes, donc un volet pratique de la formation. Et puis le dernier, mais je te laisserai confirmer, je crois que tu as aussi été conseil dans des procédures de médiation et d'arbitrage au CMAP. Donc voilà, autant de raisons pour toi d'animer ce sujet ce matin. Alors, vaste sujet que l'arbitrage au CMAP. Alors, c'est surtout un prétexte pour évoquer l'arbitrage institutionnel, l'arbitrage ad hoc, mais aussi de réfléchir avec nos participants sur les raisons qui font que les conseils, les avocats, les juristes vont choisir par opportunité, par stratégie, par peut-être méconnaissance, l'une ou l'autre des procédures. Alors, les participants qui sont avec nous, vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, réactiver votre micro et votre caméra ponctuellement pour nous faire part de remarques ou poser des questions. Avant de te laisser la parole, je vais laisser la place à Marie qui aura le plaisir d'animer cette matinée, cette petite heure, 2 heures à tes côtés. Marie Moussard qui est juriste marde au CMAP, donc au sein du pôle procédure et qui accompagne au quotidien les avocats, les magistrats désireux de mettre en place ce type de procédure. Donc, je te laisse la parole et je te remercie encore d'être avec nous ce matin. Merci Bérangère. Donc, Marion, on y va? On est parti. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être avec vous ce matin. Moi, je propose d'entamer ce sujet d'abord pour parler de la différence entre l'arbitrage qu'on appelle ad hoc et l'arbitrage institutionnel. En réalité, mon propos sur l'arbitrage CMAP va être assez simple, c'est pourquoi et c'est comment.
Et donc, pourquoi je vais aller choisir un arbitrage CMAP et puis comment ça marche. Pourquoi? D'abord, pourquoi je choisirais un arbitrage institutionnel avant de savoir si je vais vers le CMAP plutôt qu'un arbitrage? Certainement la différence. La différence, c'est que dans un arbitrage ad hoc, vous avez une clause d'arbitrage qui fait souvent 4 ou 5 lignes, peut-être un peu plus, mais rarement beaucoup plus, qui sont censées, ces quelques lignes, eh bien, régler l'intégralité de la procédure d'arbitrage. Alors, la loi française, je vais plutôt parler du cadre de l'arbitrage en matière interne, mais enfin, je pourrais très bien aussi en parler en matière internationale, mais la loi française, donc, qui a été modifiée, j'en suis pas non plus totalement étranger, en 2011, a permis effectivement de régler beaucoup de difficultés qui pouvaient se poser dans le cadre de l'arbitrage ad hoc, mais néanmoins, l'arbitrage ad hoc, vous êtes livré à vous-même. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose que les arbitres ne sauraient pas régler, eh bien, il va falloir trouver d'autres moyens, y compris par la saisine concomitante du juge, qu'on appelle le juge d'appui. Donc, il y a une certaine sophistication, complexité et, en un mot commençant, l'arbitrage ad hoc, ça peut être très bien, mais ça n'est, je vais être très pratique, ça n'est à conseiller qu'aux personnes qui sont déjà rompues à l'arbitrage et qui sont déjà spécialistes ou experts en la matière. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quelques phrases, quelques lignes, alors que dans l'arbitrage institutionnel, vous avez ce genre de choses, c'est-à-dire un règlement d'arbitrage qui fait plusieurs pages, plusieurs articles, et ça, effectivement, vous ne l'avez pas dans le contrat. Ça remplace, ou plutôt ça complète, la clause compromissoire, et ça la complète, vous le voyez dans l'arbitrage CMAP, avec une petite trentaine de pages de règlement. Alors, l'arbitrage institutionnel, de son côté, il y a donc ce règlement d'arbitrage. Il y a pas seulement d'ailleurs que le règlement d'arbitrage, il y a bien souvent d'autres règlements qui sont prévus ou d'autres textes qui sont prévus par le centre d'arbitrage. On va y pour aller voir le règlement si vous le souhaitez. Vous verrez, ou plutôt nous allons voir que énormément de choses sont prévues et le règlement d'arbitrage, comme je le disais, s'articule aussi avec d'autres règlements, avec d'autres actes, à commencer par quelque chose, allez, soyons très pratico-pratiques, qui reste en l'air, si j'ose dire, dans l'arbitrage ad hoc, c'est tout simplement le prix. Combien ça coûte? Dans l'arbitrage ad hoc, il va falloir convenir de gré à gré avec les arbitres des honoraires d'arbitre, des frais d'arbitrage, comment ça va se passer, la TVA, dans tout ça. Dans l'arbitrage institutionnel, et ça va être le cas pour le CMAP, il y a des dispositions à cet égard. Et en France, il est plutôt d'usage d'avoir des règlements d'arbitrage qui ont un barème qui se détermine en fonction du montant du litige, de l'intérêt du litige. Dans d'autres pays, on a l'habitude, par exemple en Angleterre, d'avoir aussi des barèmes au taux horaire, ce qui est moins le cas en France. Ce qui fait que du coup, effectivement, on a quelque chose qui est proportionnel quand même au niveau, au montant en litige, donc au niveau d'investissement que les parties peuvent et entendent donner à la résolution de leur litige. Donc, premier point important, effectivement, règlement d'arbitrage, barème d'arbitrage, on a dans l'arbitrage institutionnel des textes qui viennent compléter la clause d'arbitrage. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, il y a quelque chose qui n'est pas écrit, mais qui reste très important. Vous les avez vus ce matin, il y a du personnel dans
les centres d'arbitrage, et c'est le cas au CMAP. Et Marie, qui est à mes côtés ici, par exemple, va suivre, effectivement, ou Bérangère qui le disait tout à l'heure, les procédures, que ce soit de médiation et d'arbitrage, ici au CMAP. Et ces juristes, ces personnes, ces conseillers, en réalité, du Centre de médiation et d'arbitrage vont pouvoir accompagner à la fois les parties et leurs conseils, qui auraient des questions, qui ne sauraient pas très bien quoi faire, comment faire, etc., mais aussi les arbitres. Alors, c'est très important, cette espèce de triangulation des relations avec donc les parties et leurs conseils d'une part, de deuxième part les arbitres et de troisième part le centre d'arbitrage. C'est très important parce que cela évite un des obstacles importants, une des difficultés en tous les cas que l'on rencontre dans l'arbitrage ad hoc, qui se manifeste dans le lien assez direct qu'il y a entre les parties et les arbitres dans l'arbitrage ad hoc. Lien assez direct qui fait que, surtout si encore une fois on est un peu néophyte en arbitrage, on peut se retrouver avec parfois des relations ou des coups de fil unilatéraux, disons la chose, entre une partie et le président du tribunal arbitral, parce que cette partie veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, avez-vous bien reçu mes pièces? Ça peut être des choses aussi simples que ça, mais précisément, cela va tout de suite, peut-être pas toujours, mais est susceptible dans tous les cas de donner tout de suite lieu à des difficultés, notamment au regard du principe du contradictoire. Et si l'autre partie l'apprend, parce qu'il va l'apprendre, eh bien effectivement, on peut imaginer que ce coup de fil au président du tribunal arbitral, sans l'avoir dit à l'autre, va tout de suite générer des doutes dans l'esprit de l'autre partie, et du coup, voilà, la boule de neige commence à tomber et enfle, et précisément, on peut se retrouver assez rapidement sur des choses aussi triviales que cela, on peut se retrouver rapidement avec des difficultés sur la régularité de la procédure. Dans l'arbitrage institutionnel, pas de ça en tous les cas pour les institutions d'arbitrage qui ont des équipes qui suivent les procédures, parce que ces équipes, précisément, sont là pour répondre à ces questions et permettent justement de faire cette distanciation, allez, disons un mot à la mode, cette distanciation entre les arbitres et les parties. Voilà, donc rapidement, pourquoi choisir l'arbitrage institutionnel plutôt que l'arbitrage ad hoc? Vous l'avez compris, parce que avec l'arbitrage institutionnel, d'une part, je connais mieux les règles du jeu, j'ai un règlement d'arbitrage qui vient compléter ma clause d'arbitrage. D'autre part, j'ai un support qui est fait par le personnel du centre. Et donc, j'ai effectivement la possibilité d'avoir un peu une sorte de hotline. Peut-être qu'elles n'aimeraient pas que je dise ça parce qu'elles ne vont pas être disponibles 24 sur 24, mais enfin, c'est l'idée d'avoir quelqu'un à qui parler pour savoir si on ne comprend pas où on en est et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, naturellement, ça a un coût. C'est ce qu'on appelle les frais administratifs, et on vous a mis sur le chat le barème du règlement d'arbitrage. Ça a un coût, mais là aussi, il faut remettre les choses en perspective. Étant donné qu'il y a un barème pour les arbitres, en réalité, par rapport à l'arbitrage ad hoc, je ne dis pas pour tous les centres d'arbitrage, certains sont plus chers que d'autres. Là aussi, il faut quand même aller faire son benchmarking. Mais bon an, mal an, si j'ose dire, un barème d'honoraires d'arbitre avec des frais administratifs permet effectivement
de maîtriser quand même les coûts. On les connaît auparavant. Il y a le moyen effectivement d'aller regarder ce qu'il en est sur les coûts d'arbitrage et les frais administratifs. Et puis enfin, dans l'arbitrage ad hoc, en revanche, voilà, on ne sait pas encore et effectivement, là, ça va dépendre des négociations qu'on va faire avec les arbitres et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile qu'on soit partie au conseil ou ça n'est pas facile qu'on soit arbitre parce qu'on est au début d'une procédure où le but quand même de la mission de l'arbitre est de juger les personnes qui nous investissent de ce pouvoir. C'est assez compliqué de commencer à discuter, pardonnez-moi l'expression, le bout de gras avec des personnes qu'on va finir par juger. Donc, là aussi, un certain confort, effectivement, de pouvoir aller vers l'arbitrage institutionnel, encore une fois. Alors, je ne sais pas, Marie, si vous avez en tête les frais administratifs du CMAP, l'ouverture de dossier… 1800 € hors taxe. 1800 € hors taxe. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus sur des frais absolument pharaoniques ou élyséens. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des frais qui font partie quand même des plus bon marché, je peux le dire, du circuit. Voilà, pour le CMAP. Donc effectivement, arbitrage institutionnel, c'est quand même plus facile que l'arbitrage ad hoc. Et j'ai commencé du coup à entamer la deuxième partie du pourquoi, c'est-à-dire, dans l'arbitrage institutionnel, quel centre je vais choisir. Alors certes, on est là pour parler du CMAP, mais vous voyez, on a déjà un élément intéressant objectif qui est le prix des frais administratifs, qui est donc de 1800 € hors taxe. Et là, on peut comparer facilement avec d'autres centres d'arbitrage. Alors, pourquoi le CMAP? Le CMAP a une histoire. Le CMAP a des spécificités de son règlement. Et le CMAP, que ce soit son histoire et ses spécificités, a effectivement une certaine expertise pour certains contentieux. L'histoire du CMAP, c'est d'être adossé à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc, c'est une histoire qui est d'emblée tournée vers la résolution des litiges commerciaux, inter-entreprises, avec particularité ou une sensibilité, en tous les cas, pour les PME et les ETI, mais aussi pour les grands groupes, on va dire, mais à la création, et je me souviens de la création, effectivement, on était quand même tourné vers cette demande-là. Pourquoi? Parce que les grands groupes industriels internationaux, étaient déjà dotés à l'époque, connaissaient déjà l'arbitrage en tous les cas et l'arbitrage international. Donc le CMAP a eu d'emblée cette sensibilité vers les entreprises nationales, PME, ETI ou plus grandes, et vers l'arbitrage interne plutôt que l'arbitrage international, même si, en réalité, l'arbitrage international étant plus libéral, plus flexible, il y a moins de règles, finalement, si j'ose dire, avec l'arbitrage interne qui peut le plus, peut le moins, assez bizarrement, effectivement, l'arbitrage international demande moins de règles que l'arbitrage interne. Et donc, effectivement, c'est ce qu'a voulu faire le CMAP, le développement donc, de ces contractualisations de la résolution de litiges pour les entreprises françaises dans le cadre interne. Et à l'époque, dans les années 90, en 95, pour être plus précis, c'était quelque chose qui n'était pas encore hyper développé au niveau national français, interne français.
spécificité historique avec effectivement sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, du CMAP, plusieurs autres institutions avec la Chambre de commerce internationale, l'Association française d'arbitrage, le Comité français de l'arbitrage, avec la CCIP et notamment toute la justice consulaire aussi. Donc, une vraie spécialisation sur ces litiges commerciaux. Il s'ensuit immédiatement quelque chose qui est que, effectivement, jamais je vous dirais que il serait bon d'aller au CMAP pour faire de l'arbitrage en matière familiale. Vous savez que c'est possible maintenant. Je dirais le CMAP n'est pas forcément dédié à l'arbitrage en matière familiale, même si je suis sûr qu'il pour tous les cas, le règlement pourrait s'y appliquer, mais pour les équipes, il y aurait peut-être une mise à niveau sur ce qui est le partage, par exemple, postérieur à un divorce ou successoral. Mais voilà, donc on est sur un domaine commercial. La deuxième particularité du CMAP, c'est que d'emblée, le CMAP a mis l'accent sur les modes alternatifs de façon très générale. Et donc, sur la médiation aussi bien que l'arbitrage. Et le fait est que, étant assez unique pour avoir développé la médiation aussi bien que l'arbitrage, c'est finalement la médiation qui a eu un pouvoir mobilisateur au CMAP et qui est devenu plus important. Non pas que le CMAP ait voulu mettre de côté l'arbitrage, pas du tout, mais l'arbitrage, il y avait d'autres centres, alors que la médiation, il n'y en avait pas d'autres. Donc, il y a eu ce phénomène, effectivement, au CMAP, d'une expertise et d'une sensibilisation peut-être plus importante à la médiation. Et on va voir que ça s'est traduit dans l'offre de résolution de litige du CMAP. Donc, c'est une deuxième caractéristique importante au CMAP, c'est que, effectivement, la médiation et la professionnalisation de la médiation qui a accompagné le CMAP, notamment par des actions de formation des médiateurs comme des arbitres, dont Bérangère parlait tout à l'heure, ont contribué grandement, effectivement, au développement de la médiation, y compris d'ailleurs dans des actions que je qualifierais, moi, je ne sais pas comment le dirait le CMAP, mais plus de lobbying, tout simplement, où le CMAP et la CCIP ont pu, auprès de la justice étatique notamment, développer et contribuer au développement de la médiation judiciaire. Je parle de la médiation ici parce que ça n'est pas complètement dans le CMAP étranger à l'arbitrage, on va le voir. Donc, c'est une spécialisation, là, pour le coup, du CMAP par rapport à d'autres centres et d'autres institutions d'arbitrage. Vous le voyez, voilà, c'est un élément différenciateur, comme on dit, qui peut conduire à choisir le CMAP plutôt qu'un autre centre d'arbitrage. Troisième spécificité du CMAP, alors que d'autres centres peuvent avoir aussi, mais c'est une spécificité importante parce qu'elle dure dans le temps depuis longtemps, parce qu'elle est régulière, c'est la formation des médiateurs et des arbitres et leur agrément par l'institution elle-même, par le CMAP, dans le cadre d'une commission d'agrément, qui a certainement un autre nom, mais comme ça change de temps en temps, je ne me souviens plus, commission d'arbitrage, je crois, tout simplement, qui va donc agréer les arbitres, voilà, qui est une commission autonome, qui dépend du CMAP, donc je ne vais pas dire indépendante, qui a une certaine autonomie par rapport à la direction du centre, qui est donc présidée actuellement par un professeur de droit et qui, de façon justement autonome, sans avoir aucune pression de la part du centre, eh bien, agrée les candidats arbitres
Ensuite de cette formation à laquelle je participe effectivement, une formation qui est à la fois théorique et pratique, qui a donc cette particularité aussi toujours d'être effectivement très pratique, hein, qui s'adresse du coup à des professionnels déjà, si j'ose dire, aguerris, et ça n'est pas une formation qu'on qualifierait d'initiale à l'université. Et puis il y a beaucoup de professeurs de droit qui participent à cette formation. Donc c'est une caractéristique importante parce que c'est un moyen, effectivement, aussi de s'assurer d'une certaine qualité. Je ne dis pas que dans l'arbitrage ad hoc, il n'y a pas de qualité, hein. Bien au contraire, souvent, c'est des gens très sophistiqués. Mais, et moi-même, j'en fais beaucoup. Mais il y a donc, à tout le moins au CMAP, ce minimum qualité, hein, qui résulte tout simplement de la formation et de l'agrément des arbitres comme des médiateurs. Donc, c'est là aussi un point important de pouvoir effectivement vérifier. Il y a cette possibilité-là. Alors, c'est pas parce qu'il y a ce mécanisme d'agrément, vous allez me dire c'est un peu paradoxal, que l'on ne peut pas choisir, lorsqu'on est parti à un arbitrage CMAP, qu'on ne peut pas choisir un arbitre en dehors de la liste, entre guillemets, des arbitres agréés par le CMAP. Pourquoi? C'est une longue évolution de la jurisprudence française et de la doctrine arbitrale qui a démontré que, c'était notamment le cas dans l'arbitrage international dans les années 80, justement, 80-90, où l'on s'est aperçu que ces listes d'arbitres, finalement, instituaient une sorte d'entre-soi qui n'était pas terrible et surtout pas au bénéfice des parties dans l'arbitrage. Donc, il a fallu sortir de cet entre-soi qui, certes, garantissait une certaine qualité, mais qui, d'autre part, avait un effet pervers. Il y avait ce qu'on appelle encore aujourd'hui, tellement ça a duré, cet aspect club fermé dans l'arbitrage. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On ne parle d'ailleurs pas de liste d'arbitres au CMAP, on parle d'arbitres agréés. Les arbitres agréés, ça donne une certaine sécurité en termes de qualité, mais pour autant, l'arbitrage CMAP et la commission d'arbitrage n'interdit pas du tout de pouvoir nommer un arbitre venant d'autres horizons. Il y aura néanmoins, de la part de la commission d'arbitrage, qui est une commission de nomination, il y aura néanmoins une petite recherche, petite appréciation, je ne vais pas dire une enquête, pour voir si tout de même la personne pressentie présente les garanties qualité requises pour exercer la mission d'arbitre. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est très important, d'autant plus important que précisément l'arbitrage institutionnel, au travers de son règlement, et c'est le cas pour le CMAP, va suivre de très près le travail des arbitres et va suivre de très près, j'allais presque dire, le comportement des arbitres. Et je dirais c'est la quatrième, et je vais m'arrêter là dans les spécificités de l'arbitrage CMAP, parce qu'après on va dérouler le comment ça se passe, mais la dernière particularité pour moi de l'arbitrage CMAP, c'est que annexé au règlement, eh bien, il y a des règles d'éthique, les règles d'éthique des arbitres qui s'incorporent au règlement d'arbitrage du CMAP. Donc, c'est un point là aussi important, c'est un point différenciant. Tous les centres d'arbitrage n'ont pas cette charte ou ces règles d'éthique des arbitres qui font que tout arbitre qui est nommé dans le cadre d'un arbitrage CMAP s'engage effectivement. Alors,
s'engage sur son indépendance, son impartialité, c'est aussi dans le règlement d'arbitrage, mais il y a donc un engagement éthique et moral en plus, mais en plus s'engage sur des aspects de disponibilité, d'aptitude, de confidentialité renforcés par ses devoirs moraux, ses devoirs éthiques, ce qui effectivement permet aussi au CMAP de suivre un petit peu plus finement le comportement des arbitres. Ce que veut le CMAP, c'est de pouvoir effectivement faire comprendre aussi aux arbitres que parfois, les parties et leurs conseils ne connaissent pas vraiment l'arbitrage et que donc il faut pouvoir accompagner peut-être un peu plus que dans d'autres systèmes d'arbitrage qui s'adressent d'ores et déjà à, comme je le disais, des personnes aguerries. Je dirais qu'en conclusion de cette histoire et de ces spécificités de l'arbitrage CMAP, je dirais en conclusion, cette première partie du pourquoi, que si l'on devait commencer pour la première fois un arbitrage, je conseillerais d'aller vers un arbitrage CMAP pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de l'arbitrage. Si vous allez dans un arbitrage CMAP, effectivement, il y a quand même des particularités, il y a quand même des dispositions qui vont vous accompagner par rapport à des arbitrages, là encore, qui sont très très bien, notamment en matière internationale. Je peux dire parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même marché, mais un arbitrage de la Chambre de commerce internationale qui est aussi à Paris, c'est autre chose. C'est très très bien. C'est un peu plus cher en ce qui concerne les frais administratifs, je vous laisse regarder, mais ça offre un autre service beaucoup plus international. Il est vrai que si vous cherchez à nommer un arbitre indien et que vous n'avez pas d'idée, parce que vous êtes sur un arbitre, je pense qu'effectivement, la Chambre de commerce internationale a des moyens que le CMAP n'a pas pour trouver un arbitre indien. Voilà, donc c'est autre chose. Mais ça s'adresse effectivement du coup à une population de parties, notamment de conseils aussi, beaucoup plus aguerris. Et là, je ne conseillerais à personne néophyte d'aller se lancer à l'aveugle dans ce type d'arbitrage. Donc au CMAP, voilà, il y a cette possibilité-là et je sais qu'ils savent faire. Même si c'est parfois, je me mets à leur place, parfois, quelquefois, peut-être un peu compliqué de devoir expliquer à chaque fois comment ça se passe, mais c'est aussi la résultante d'une certaine démocratisation de ces dernières années, de ces dernières décennies, de ces derniers 20 ans, et notamment de l'arbitrage. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade sur le pourquoi, mais n'hésitez pas à soit prendre la parole ou à lancer quelque chose sur le chat que je vois à l'écran, donc je répondrai au fur et à mesure s'il y a des questions. Je vous propose de passer donc à une intervention qui est plus sur le comment. Comment ça se passe, un arbitrage au CMAP, et vous allez voir qu'il va y avoir une traduction pratique de ce que je viens de vous dire dans les procédures d'arbitrage du CMAP. Alors, d'abord, vous dire que l'arbitrage du CMAP, même s'il a ses originalités, il partage le tronc commun nécessaire et indispensable qu'il y a dans tous les arbitrages institutionnels. Donc, vous allez trouver dans l'arbitrage CMAP, première chose, ce que vous pourrez trouver aussi bien ailleurs, mais c'est bien normal. On ne va pas réinventer la roue. Et il y a dans l'arbitrage administré, dans l'arbitrage institutionnel,
il y a des must-have qu'on doit trouver dans tous les règlements d'arbitrage. Et donc, je vais commencer par ces points-là rapidement parce que c'est intéressant, mais ce n'est pas les plus spécifiques. Vous allez donc avoir tout simplement, d'abord, tout un accompagnement en ce qui concerne le tribunal arbitral, la nomination et la constitution du tribunal arbitral, la nomination des arbitres, la constitution du tribunal arbitral. J'ai déjà commencé à en parler. Nomination, c'est-à-dire proposition des parties, révision ou appréciation par la commission d'arbitrage, qui va donc ensuite enregistrer, confirmer la nomination des arbitres à l'effet de constituer le tribunal, alors que parallèlement, autre point important qu'il y a dans l'arbitrage institutionnel par rapport à l'arbitrage ad hoc, quand je parlais de distanciation entre les parties et les arbitres, alors que parallèlement va s'opérer sous l'égide du centre les appels des avances en ce qui concerne les frais et les honoraires d'arbitre, et donc vont être gérés parallèlement par le centre, à la fois la constitution du tribunal et à la fois le paiement des avances, ce qui va là encore permettre de retirer de la main des arbitres cet aspect financier des choses qui se pose d'emblée dans l'arbitrage ad hoc et qui parfois fait une petite friction. En tous les cas, en termes de posture, c'est pas si facile que ça à traiter. Donc on va être débarrassé de cet aspect-là, si j'ose dire, et on va arriver à un moment où le tribunal va être constitué, les frais et les avances d'honoraires vont être payés, et du coup, le centre d'arbitrage, le CMAP, va pouvoir dire très bien, on est en état sur l'ouverture du dossier, et donc je transmets le dossier au tribunal arbitral. Et moi, centre d'arbitrage, je pense à quoi? Je pense délai d'arbitrage. Et donc, je fais démarrer le compteur. Parce que, vous le savez, un des intérêts de l'arbitrage, c'est d'avoir un délai. Un des intérêts importants de l'arbitrage par rapport à la justice étatique, puisqu'on est sur la justice arbitrale, mais c'est la même justice avec les mêmes effets contraignants, on n'est pas dans la médiation. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais s'il y a des questions, naturellement, je répondrai. La justice étatique, on sait très bien quand ça commence, mais on a toujours du mal à savoir quand ça termine. Pour l'arbitrage, on sait quand ça commence et on peut exiger de savoir quand ça termine. Alors, dans l'arbitrage CMAP, on a donc cette saisine du tribunal et le tribunal va donc commencer à travailler avec les parties pour, c'est une des règles de l'arbitrage du CMAP, pour mettre en place, c'est une règle, c'est pas encore une fois obligatoire, mais c'est une règle vraiment incitative du CMAP pour mettre en place ce qu'on appelle un acte de mission, ce qu'on appelle aussi bien procès verbal d'investiture. Parfois, on trouve d'autres appellations, contrat d'investiture, procès verbal d'arbitrage parfois aussi, mais bon, disons que dans la pratique, l'appellation acte de mission c'est quand même généralisé, qui va donc permettre d'être, si j'ose dire, ceinture et bretelle, parce qu'avec le règlement d'arbitrage, on a déjà la ceinture, mais avec l'acte de mission, on va avoir en plus des bretelles, c'est-à-dire que vraiment, on va aller cette fois-ci pour cet arbitrage particulier, avec ces parties spécifiquement et ce tribunal-là, on va aller signer un acte qui est un acte finalement beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser, même s'il est facultatif, pour deux raisons. La première raison, c'est que on va vraiment nettoyer tous les coins. C'est-à-dire que s'il y a encore le moindre doute sur une règle pratique, eh bien, on va régler ce doute dans le cadre de l'acte de mission. Et effectivement, dans ce cadre, par exemple, il est prévu dans le règlement des règles de notification.
Vous voyez le niveau de détail qu'on est obligé d'avoir. Eh bien, dans l'acte de mission, on va prévoir à qui ça va être notifié. Donc, bien sûr, les adresses ne peuvent pas être dans le règlement d'arbitrage pour tout le monde. Donc, ça donne une idée, effectivement, de précision qu'on n'a pas, encore une fois, dans l'arbitrage ad hoc où il va falloir tout réinventer. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, effectivement, on a cet acte de mission. Et puis, l'arbitrage va se dérouler. Le centre d'arbitrage va continuer à accompagner notamment sur un point très important, auquel je vais m'arrêter une minute, qui est sur le contrôle de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal. Donc, ce contrôle se fait au départ, lors de la nomination, on en a parlé, mais va se faire tout au long, effectivement, de la procédure, puisque les arbitres devront indiquer si il y a effectivement des problématiques à cet égard. Et puis, le débat se fait, et puis le débat écrit, puis le débat oral lors de l'audience, et puis enfin, la sentence est rendue et elle est notifiée par le CMAP. Ce qui est une façon de dire que le CMAP va certainement relire la sentence avant de la notifier. Et donc, si le CMAP ne comprend pas la sentence, avant de la notifier, le CMAP va certainement non pas corriger les arbitres, car il n'en a pas le pouvoir, mais avoir l'opportunité de demander aux arbitres peut-être d'expliciter telle ou telle chose. Donc, ça fait quand même un petit contrôle qualité à la fin qui n'est pas mauvais, et c'est ce qu'on attend effectivement aussi d'un centre d'arbitrage. Donc, vous voyez, la mission du CMAP est finalement assez classique de ce point de vue-là. L'arbitrage va se conduire sans qu'il y ait de surprise. En quoi y a-t-il des spécificités du CMAP ? La vraie spécificité du CMAP, c'est l'articulation entre la médiation et l'arbitrage. Et d'ailleurs, on a une question à cet égard dans le chat. Il y a la possibilité de basculer, comme dit la question, entre la médiation et l'arbitrage. Donc, puisque je parle d'arbitrage, je commence par l'arbitrage, mais je dirai un mot aussi du règlement de médiation. Le règlement indique effectivement, c'est donc une des spécificités CMAP, il y en a 3 pour les plus importantes, c'est donc la première. Le règlement indique effectivement que d'emblée, alors même que l'arbitrage a commencé, mais que le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la commission d'arbitrage, donc au CMAP, peut proposer aux parties une médiation. Donc la commission d'arbitrage, qui est, je vous le rappelle, en train d'examiner quel arbitre va être nommé, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a bien les qualités requises, peut dans le même temps, puisqu'elle est saisie du litige, peut dans le même temps se dire, mais dans cette affaire-là, c'est trop bête, on devrait essayer aussi une médiation. Et donc peut proposer aux parties cette médiation qui peut donc se faire avant même que le tribunal ne soit constitué. Donc en cours de constitution du tribunal, il n'y a pas de perte de temps. De la même façon, une fois le tribunal constitué, cette fois-ci c'est le tribunal arbitral qui va pouvoir proposer une médiation aux parties sous l'égide du CMAP, compte tenu de l'expertise du CMAP en matière de médiation. Et là aussi, si j'ose dire, le tribunal, du coup, vraie articulation entre les deux règlements, va suspendre la procédure d'arbitrage dans l'attente, effectivement, du processus de médiation et de son résultat ou de son échec, malheureusement. Mais s'il y a échec, il y aura tout de suite reprise de l'arbitrage. Donc, premier point, et vous le voyez sur le chat, à la question qui avait été posée, est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers qui basculent en médiation ? Eh bien, Bérangère a répondu qu'un quart des dossiers passent en médiation.
à différents stades de la procédure, donc aussi bien, comme je disais, dès le début que ensuite en cours d'arbitrage. Maintenant, je vais voir la chose du côté de la médiation. De la même façon, si j'ose dire, dans le règlement de médiation, il y a cette articulation et ce basculement possible dans l'arbitrage. D'abord, si la médiation, bien sûr, n'a pas réussi, il y a prévu dans le règlement de médiation la possibilité eh bien, de, si j'ose dire, continuer dans la même veine et donc de poursuivre le règlement de litige hein, avec l'arbitrage du CMAP. On reste dans la même maison. Mais il y a aussi un cas de succès de la médiation. Et ça, c'est un point assez intéressant. Ça veut dire que, vous allez me dire, mais on n'a pas besoin d'arbitrage si on est dans le succès de la médiation. Eh bien, effectivement, sous certaines conditions quand même, parce que ça pose 2-3 problèmes juridiques, mais sous certaines conditions, effectivement, lorsque la médiation est réussie, eh bien, les parties peuvent demander, c'est surtout en matière internationale que ça se pose et c'est ça qui est prévu par le règlement d'ailleurs, peuvent demander que l'accord issu de la médiation soit constaté dans le cadre ou soit incorporé dans le cadre d'une sentence qu'on appelle une sentence d'accord partie. Et alors, figurez-vous que les règlements sont bien faits, hein, pas ça pour moi, mais il est prévu du coup dans le règlement d'arbitrage cette fois-ci un article spécifique sur la sentence d'accord partie. Donc la boucle est bouclée. On a cette possibilité effectivement de partir de la médiation et d'arriver à l'arbitrage, ou de partir de l'arbitrage et d'arriver à la médiation, et pourquoi pas de partir de l'arbitrage, d'aller à la médiation et que la médiation réussisse et de revenir à l'arbitrage ensuite. Voilà. Donc il y a des vrais vases communicants entre ces différentes offres de procédure au CMAP. C'est aussi, ou c'est en tous les cas, une des spécificités du CMAP. Alors j'avais dit qu'il y avait 2 autres spécificités au CMAP qui sont peut-être plus... non, pas vraiment, il y a une vraie spécificité encore du CMAP dont il faut parler, qui est le tribunal arbitral préconstitué. Alors je sais qu'en pratique, il n'y a pas eu beaucoup de saisines, mais le CMAP offre la possibilité pour des litiges qui ne nécessiteraient pas peut-être un sur-mesure absolument total, eh bien, de pouvoir saisir le CMAP en matière d'arbitrage et de se dire on va passer, si j'ose dire, l'étape de constitution du tribunal arbitral qui peut prendre un certain temps. Du fait des délais possibles de enregistrement, récusation, etc. Donc, je vois une question avant d'entamer le tribunal préconstitué à laquelle je vais répondre. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui font office d'arbitre et de médiateur? Non. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui font office d'arbitre et de médiateur. C'est un principe, en tous les cas, important. Pourquoi? Parce que eh bien, le médiateur a accès à certaines informations qui peuvent être confidentielles. Le médiateur, dans son office, peut aussi voir les parties en dehors de tout contradictoire, alors que l'arbitre, lui, du fait des exigences d'indépendance et d'impartialité, ne pourrait pas, effectivement, aux yeux des parties, donner l'assurance complète de cette indépendance et impartialité. Donc, en principe, non. Mais il y a 2 exceptions. La première, c'est la volonté des parties. Si les parties, en toute connaissance de cause, veulent et exigent que ce soit le médiateur qui devienne arbitre, eh bien, si toutes les conditions et garanties sont réunies et que tout le monde est d'accord, pourquoi pas. La deuxième exception, c'est cette fameuse sentence d'accord partie dans le cadre d'une médiation réussie. Le règlement de médiation du CMAP, cette fois-ci, prévoit qu'en cas de médiation réussie, ça peut être le médiateur qui était donc saisi de l'affaire, qui
bascule lui aussi ou elle aussi dans l'arbitrage et qui rendent la sentence d'accord partie, cette fois-ci en qualité d'arbitre, puisque vous savez qu'un médiateur, en tous les cas un médiateur CMAP, ne participe pas à la rédaction de l'accord de médiation. Il a un rôle ou elle a un rôle qui est purement de conduire vers la résolution, mais de ne pas mettre en œuvre l'accord qui en est issu. Pour ça, il y a des avocats, et donc chacun reste dans son rôle. Le médiateur ne prend pas parti, n'est pas parti à l'accord de médiation. Là, effectivement, si il ou elle bascule dans le rôle d'arbitre, dans ce cas bien particulier de la où tout le monde l'a accepté, c'est d'ailleurs une des conditions aussi requises par le règlement d'arbitrage cette fois-ci, eh bien, on peut le faire. Donc, ça peut être les mêmes personnes dans des cas bien exceptionnels. En revanche, peut-on mener deux procédures en parallèle? Oui, les procédures peuvent être menées en parallèle, c'est aussi une question qui est posée. Tout simplement parce que effectivement il y a dans les clauses des clauses possibles de main d'armes, donc d'avoir des médiations et arbitrages, et on a vu que dans les règlements d'arbitrage, l'articulation entre les deux font que ça peut très bien se chevaucher. Alors, normalement, effectivement, d'après les règlements, les procédures vont se faire en même temps, mais pas au même moment, en fait, puisque c'est avant la constitution du tribunal arbitral qu'une médiation peut être faite. Donc, l'arbitrage n'a pas encore réellement, il a commencé, mais le tribunal arbitral n'est pas constitué, donc pas saisi de l'affaire. Et puis, si c'est dans le cadre de l'arbitrage, il y a une suspension de la procédure. Mais cette suspension de la procédure, ou cette attente, ou cette médiation qui est faite alors que le tribunal n'est pas constitué, naturellement, les parties peuvent y déroger. Le règlement d'arbitrage et le règlement de médiation du CMAP, de même que le système du CMAP, n'interdit pas, effectivement, qu'une médiation, par exemple, pendant la constitution du tribunal arbitral, puisse continuer alors même que le tribunal arbitral est constitué. Et ce type de procédure peut arriver. Après, c'est que le meilleur gagne, si j'ose dire. Soit la médiation arrive à un résultat avant que l'arbitrage ne prenne fin, soit c'est l'inverse. Et donc, c'est une sentence arbitrale qui viendra régler la question. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, mais effectivement, il faut une petite adaptation qui n'est pas interdite par le règlement. Encore faut-il en discuter effectivement avec le CMAP. On peut aussi bien exercer professionnellement en tant qu'arbitre et de médiateur. C'est vrai que chacun de ces rôles a ses spécificités. Et je dirais même, puisque la question m'est posée, chacun de ces rôles a son régime de responsabilité civile professionnelle qui n'est pas du tout le même. En tant que médiateur, les obligations du médiateur sont finalement assez légères, puisqu'elles vont principalement se concentrer sur des obligations de confidentialité. Mais il n'y a pas de résultat obligatoire dans la médiation, et donc il n'y a pas d'obligation de résultat dans la médiation. La médiation, c'est une obligation de moyens qui est faite aussi bien d'ailleurs aux médiateurs qu'aux parties, de se réunir pour tenter de résoudre amiablement le litige. Donc, en termes de risque de responsabilité, on est sur des choses qui sont finalement assez limitées. Ça n'est pas du tout la même chose pour l'arbitrage, où effectivement la confidentialité persiste, mais l'indépendance, mais l'impartialité, mais la conduite de la procédure, mais la reddition de la sentence,
tout ça font partie des obligations de l'arbitre qui doit mener, dit la loi, la procédure d'arbitrage jusqu'à son terme. Donc, vous voyez que le terme, c'est un mot assez large pour dire aussi bien la sentence qu'un accord, qu'un désistement, qu'un dessaisissement, mais on ne peut pas démissionner d'un arbitrage lorsqu'on est arbitre comme ça, parce qu'on doit mener la mission jusqu'à son terme, et que si on est soi-même maître du terme de la mission, eh bien, ça devient une obligation assez potestative. Donc, voilà, très rapidement balayé, vous le voyez, les obligations de l'arbitre sont finalement plus compliquées en tous les cas, et source de responsabilité, un arbitre qui n'aurait pas force. Par exemple, un arbitre qui n'aurait pas révélé une circonstance qui s'avérait être aux yeux des parties douteuse et donc susceptible de mettre en cause sa dépendance, son indépendance ou son impartialité, pourrait du coup fragiliser la procédure qui pourrait se solder après quelques mois, voire années de procédure par une annulation complète de la procédure et de la sentence, eh bien, pourrait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas effectivement bien exécuté ses obligations et avoir finalement entraîné tout le monde, si j'ose dire, dans une procédure qui finalement ne vaut rien. Donc, je vous laisse imaginer effectivement les conséquences. C'est la raison pour laquelle, peut-être pas pour les médiateurs, mais en tous les cas pour les arbitres, il est d'usage, et je crois qu'au CMAP on le fait, de demander, c'est quelque chose en tous les cas que dans la formation du CMAP, des arbitres au CMAP, nous pointons du doigt. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on a fait le tour, effectivement, médiation et arbitrage, mais c'est une spécificité importante, et du coup je reprends mon fil, et j'en étais à cette deuxième spécificité du CMAP, qui est le tribunal arbitral préconstitué, qui permet effectivement de shunter, si j'ose dire, cette première phase de constitution du tribunal. Alors, ça permet un gain de temps, mais en même temps, assez paradoxalement, lorsqu'on dit que l'intérêt de l'arbitrage est de pouvoir choisir un arbitre, parfois on dit même son arbitre improprement, mais là, effectivement, on ne choisit pas. On ne choisit pas et on se trouve être, c'est peut-être pour ça que c'est une spécificité du CMAP, on se trouve être dans le cadre, en réalité, d'un tribunal de commerce privé. Puisque l'idée, c'est d'avoir un tribunal arbitral préconstitué, donc il y a 3 titulaires et 3 suppléants qui sont nommés par le CMAP et qui ont pris l'engagement, en tous les cas, pour une période donnée, eh bien, de prendre les affaires comme elles viennent. Hein. Ça permet quoi? Ça permet effectivement aux parties qui se sont engagées contractuellement à soumettre leur litige à l'arbitrage, eh bien, de pouvoir se dire que finalement, au regard de l'intérêt du litige, au regard de certaines urgences, ou en tous les cas, on n'a pas envie de perdre de temps avec ça, avoir une procédure d'arbitrage finalement très simplifiée, avec ce tribunal arbitral préconstitué, eh bien, ça permet, tout en respectant la clause d'arbitrage, d'aller directement vers un tribunal de commerce arbitral préconstitué et d'avancer directement dans la procédure. Sinon, effectivement, les parties pourraient se dire et donc pour ça, va falloir
faire quelques démarches et quelques engagements entre les parties, parfois difficiles à obtenir, sur le fait que on va renoncer à la clause d'arbitrage, mais attention, c'est que pour cette fois-ci, et cette fois-ci c'est quoi? C'est que ce litige-là, mais attention, ce litige-là, s'il y a d'autres choses derrière, etc. Bon, donc si on tire un peu le fil, la pelote peut très vite se trouver assez longue et du coup, on va s'embarquer dans des questions juridiques qui vont faire effectivement, qui seront très intéressantes pour les spécialistes et pour la doctrine, mais en pratique, pour le chef d'entreprise, peut-être pas envie d'investir des fortunes dans ces genres de questions préalables au démarrage d'une procédure. Donc, tribunal arbitral préconstitué, il y a cette possibilité-là d'aller le saisir directement en disant, écoutez, là-dessus, on a un contrat. Finalement, on s'entend assez bien entre parties. De toute façon, il faut qu'on vive ensemble pendant encore quelques années. Typiquement, c'est ça. Il y a eu certainement une médiation parce que typiquement, on aurait proposé une médiation. La médiation n'a pas marché. On n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'il y a une question de principe juridique qu'on n'arrive pas à trancher. On va pas s'embarquer on va aller vers le tribunal arbitral préconstitué et on va avoir effectivement cette question juridique, quitte à ce que ce soit que cette question juridique quant au quantum et aux aspects pratiques. Typiquement, c'est cette situation qui est visée par le tribunal arbitral préconstitué. Donc, effectivement, ça nécessite déjà de comprendre un peu mieux comment se servir de cette offre de tribunal arbitral préconstitué par le CMAP. Donc, c'est une deuxième spécificité. Puis la troisième spécificité, c'est la procédure accélérée. Donc là, qu'il y a aussi ailleurs, mais là, on est vraiment dans une problématique d'urgence. C'est-à-dire que effectivement, il y a des questions plus urgentes. On est, j'allais presque dire, dans le cadre d'un référé arbitral cette fois-ci. Donc là encore, sous certaines conditions d'ouverture, le règlement prévoit, en coupant naturellement certaines spécificités, en réduisant la voilure, si j'ose dire, permet un arbitrage procédure accélérée de 3 mois, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça enferme effectivement à la fois les parties et les arbitres dans un délai contraint. D'autres institutions d'arbitrage, pour le coup, ont aussi ce type de disposition, mais vous le voyez, donc, le CMAP propose aussi ces dispositions. Voilà, donc j'en ai terminé sur mon grand monologue d'1 heure. Pardon pour ce temps, mais maintenant je suis aussi là pour répondre à vos questions. Et j'en vois une qui vient d'arriver, les critères de sélection des arbitres. Et comment devient-on arbitre agréé au CMAP? Eh bien, là-dessus, je vais faire un début de réponse, mais certainement Marie répondra aussi. Je peux faire un début de réponse en tous les cas en ce qui me concerne, parce que j'y participe. La voie, si j'ose dire, royale, c'est la formation suivie de l'agrément. Comment ça se passe? Comme l'a dit Bérangère tout au début de ce webinaire, le CMAP propose 2 fois par an une session de médiation à l'arbitrage qui, je vais peut-être être moins précis que vous, mesdames, donc vous me reprendrez, mais qui consiste en une bonne quarantaine d'heures, une dizaine d'après-midi, enfin de demi-journée, de formation avec donc une partie théorique et une partie pratique dont je m'occupe un peu plus. Cette partie pratique qui fait donc la fin de la formation consiste tout simplement dans une mise en situation, autant que faire se peut, parce que dans l'arbitrage c'est un peu plus compliqué que dans la médiation, mais c'est la marque de fabrique du CMAP d'aller toujours vers la mise en situation. Et donc une mise en situation avec véritablement la rédaction d'une sentence
voire même de plusieurs enfants, qui est soumise à appréciation. Il n'y a pas de note, effectivement, mais il y a quand même une appréciation faite par les formateurs et discutée ensuite avec la commission d'arbitrage, qui est aussi la commission d'agrément. Et donc, à l'issue de cette formation peut être sanctionnée, dans le meilleur des cas, de la part de la commission d'arbitrage auprès des formés, des apprenants, comme on dit aujourd'hui, qui auraient rendu donc de bonnes sentences. Je le dis sans embâge, tout le monde n'a pas l'agrément. Il y a encore quelques années, pour être tout à fait franc avec vous, l'agrément venait assez facilement. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on s'est payé une formation au CMAP, moi je ne suis pas du CMAP donc je peux vraiment dire les choses, c'est pas parce qu'on s'est payé une formation au CMAP qu'on va avoir l'agrément du CMAP. Donc parfois effectivement il faut un peu plus se former, un peu plus reprendre les choses. Il y a vraiment ce contrôle qualité qui est important. Donc ça c'est la voie royale. La deuxième voie, comment devient-on arbitre agréé du CMAP? Comment devient-on arbitre au CMAP? C'est en étant nommé par les parties. Et en étant nommé par les parties et en démontrant, une fois nommé à la commission, qui a cette possibilité quand même de téléphoner au candidat arbitre pour savoir qui il ou qui elle est, bien de voir si cette nomination est appropriée dans le sens où à la fois, naturellement, les aspects d'indépendance et d'impartialité vont être contrôlés, mais ça même pour un arbitre agréé, mais les conditions d'aptitude, j'ai parlé de ces règles d'éthique qui sont annexées au règlement d'arbitrage du CMAP. C'est important parce que ces règles d'éthique, notamment, permettent à la commission d'arbitrage, en s'appuyant sur ces règles d'éthique, d'aller d'aller parler au candidat arbitre pour savoir si ces règles d'éthique sont bien réunies. Alors, l'idée n'est pas de présumer un candidat arbitre comme étant anti-éthique ou anti-déontologique, mais des dispositions par exemple, où il est dit sous le titre aptitude, l'arbitre s'engage à n'accepter sa mission que si ses aptitudes correspondent aux attentes des parties et dans la mesure où elles lui permettront de mener à bien sa mission. Vous voyez bien que dans ces aptitudes, il y a à la fois des aptitudes qu'on va dire du fond du litige, donc ça, quelque chose, mais aussi mener à bien sa mission, c'est-à-dire des aptitudes en matière de droit de l'arbitrage, en matière d'expérience dans la conduite d'une procédure d'arbitrage. Et donc, effectivement, c'est l'autre voie pour devenir, puisqu'une fois qu'on est nommé, on est de facto agréé, au moins pour l'arbitrage donné par la commission. Donc, il y a quand même cette possibilité, ce contrôle. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être puis-je laisser la parole à l'une d'entre vous sur des renseignements peut-être un peu statistiques sur l'arbitrage au CMAP, le type et la typologie notamment des arbitrages qui y sont conduits. Je pense que ça peut être intéressant. J'en ai pas parlé parce que moi je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'il y a des chiffres sur les différents secteurs notamment dans lesquels le CMAP intervient. Tout à fait. Merci beaucoup, Louis, pour alors certes long monologue, mais de qualité et que nous avons plaisir à suivre. Alors, pour compléter, effectivement, peut-être sur l'agrément des arbitres,
Effectivement, ce qui va toujours primer, c'est la volonté des parties quant au profil souhaité. C'est pour ça, alors on a une exigence particulière sur les arbitres, effectivement, et l'agrément est moins facile à obtenir peut-être aujourd'hui, comme tu le disais, parce que justement, on va être amené à suggérer aux parties. On dit suggérer parce qu'elles auront la liberté de choisir en dehors de cette liste, mais on va suggérer une liste sur mesure, adaptée au profil souhaité par les parties, adaptée au dossier, et listes parmi lesquelles les parties pourront choisir. Une autre spécificité au niveau de l'agrément, c'est que l'idée, c'est quand on est au CMAP, on a aussi la possibilité de lancer, entre guillemets, des jeunes arbitres. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir un agrément, certains candidats vont avoir un agrément en qualité de co-arbitre dans un premier temps, ce qui permettra, dans le cadre d'un tribunal arbitral, accompagné par des arbitres, de monter un petit peu en compétences. Sur les statistiques du centre, tu parlais tout à l'heure de l'arbitrage accéléré. Alors, c'est vrai que c'est une possibilité qui est très peu usitée en réalité. Alors, c'est un peu un produit d'appel. Je pense que ça rassure les parties de savoir qu'elles ont la possibilité de mettre en place une procédure rapide. Pour autant, elle reste souvent sur la procédure classique, et alors je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que les procédures CMAP sont relativement rapides, puisque on va avoir une durée moyenne entre 8 et 11 mois, ce qui est relativement court pour une procédure arbitrale. S'agissant de la typologie, on va être effectivement essentiellement spécialisé dans la matière effectivement commerciale, donc pas du tout de familiale pour l'instant, pas non plus de social, même si on peut être sollicité. On sent qu'il y a quand même un petit mouvement à la matière, puisque voilà, on peut se retrouver questionné sur l'opportunité de mettre en place des procédures arbitrales sur ces typologies de dossiers. Donc effectivement, on va rester sur la matière commerciale, pas non plus d'arbitrage investissement. Comme tu disais, sur un arbitrage international où une des parties va être française, là effectivement, on va pouvoir être amené à intervenir. Quand on va être sur un arbitrage international entre une entreprise et un État, là, les parties se tourneront plus naturellement vers l'ICC. Et sur les typologies, on va travailler essentiellement, alors c'est un peu la matière reine, aussi bien en médiation qu'en arbitrage d'ailleurs, sur l'inexécution contractuelle. Dans tout type de secteur, avec peut-être alors comment l'expliquer, peut-être dans le secteur de la construction, beaucoup, et puis on va aussi traiter tout ce qui va être les questions de gouvernance, donc conflits entre actionnaires. Donc je dirais voilà les deux typologies reines, inexécution contractuelle et question de gouvernance, de conflits entre associés. Je ne sais pas si on a des personnes qui souhaitent prendre la parole ou poser des questions via le chat. Je vois un message qui est arrivé. En direct. En matière agroalimentaire, litige fournisseur, gestion d'alerte, activité d'arbitrage dans le domaine agroalimentaire. Si la question m'est posée à moi, je dis oui. Effectivement. Je ne sais pas si le CMAP a des expériences. Je suppose que de toute façon, encore une fois, c'est possible. Mais il est vrai qu'en matière agroalimentaire, il y a quelques centres qui sont dédiés à cette matière-là, plus précisément. Ce sont d'ailleurs des centres historiques, comme je le dis quand même ici, pardon, bon, encore une fois, la Chambre arbitrale internationale de Paris, l'ex-Chambre arbitrale de Paris, qui était à la Bourse du commerce avant, donc qui est en matière agroalimentaire, les grains, les céréales et autres denrées, tout à fait spécialisées, centre historique avec double degré de juridiction. Donc je ne vais pas en parler ici, mais vraiment une spécificité de la matière agroalimentaire. Donc
répondre à cette question-là, c'est que, je vais me permettre d'élargir aussi la question et donc la réponse, pour aussi parler du CMAP, c'est que ces dernières années, ces dernières décennies, a vu son champ d'intervention évoluer et s'agrandir. Donc, il y a des champs d'intervention, comme vous l'avez entendu, qui sont assez classiques. En matière commerciale, c'est l'inexécution contractuelle et effectivement le conflit d'actionnaires. L'actionnaire, c'est même historique parce que ça permettait de régler en toute discrétion les conflits entre associés, avec parfois des pactes et parfois des enregistrements qu'on voulait ou qu'on ne voulait pas rendre officiels ou connus du public. Donc, d'une part, et puis d'autre part, il y a ces centres spécialisés en matière agroalimentaire, de matières premières, plus largement, hein, avec la laine, le coton, le poivre, la pomme de terre, les céréales, etc., etc. Donc, en plus, d'abord, toutes ces activités d'arbitrage-là se sont amalgamées, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de centres hyper spécialisés. Je me souviens d'une époque où j'avais eu un arbitrage du RUCIP, le règlement universel du commerce international de la pomme de terre. Donc, c'était quand même un truc très tête d'épingle, hein. Il y avait aussi pour le melon de Cavaillon, donc c'était carrément communal. Mais donc, effectivement, il n'y a plus ça. Il y a de moins en moins ça. Il y a eu une sorte de globalisation et de démocratisation et du coup aussi de nouveaux domaines. Donc effectivement, le domaine agroalimentaire s'est développé beaucoup. Effectivement aussi, donc les litiges dont vous sûr, c'est un classique, mais aussi en rapport avec des gestions d'alerte, avec des procédures d'hygiène, avec voilà, on sait faire cette articulation nécessaire dans ces matières-là entre l'arbitrage d'une part et l'aspect administratif, je dirais, des autres, d'autre part, pardon, qui n'est pas forcément très arbitrable, mais on l'a dans ces matières-là, on l'a dans des matières de marché public, où il y a de l'arbitrage et il y a aussi du droit administratif et il y a aussi des permis d'exploitation, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, on sait faire, de même qu'on sait faire de l'arbitrage alors même qu'une procédure collective est en cours. Donc, vous voyez, il y a toujours, effectivement, j'en ai pas parlé, mais des niveaux de complexification qui font que les centres d'arbitrage savent faire parce que, effectivement, l'arbitrage s'est généralisé. Les arbitres, alors peut-être pas tous, mais comme disait Bérangère, dans ces cas-là, on choisit pour ces procédures-là. C'est dur pour les arbitres les plus aguerris. Malheureusement, on n'a plus de procédures faciles. On nous colle, si j'ose dire, les plus compliqués, qui demandent du coup un peu plus de travail, même beaucoup plus parfois de travail qu'une procédure, on va dire, classique. Voilà. Une question sur l'aspect international devant le CMAP. Y en a-t-il qui ont des dimensions internationales et quels pays sont concernés le plus souvent? Je vais commencer à répondre à la question sur la dimension internationale. Sur les pays, je ne sais pas s'il y a des chiffres ou des choses au CMAP. Mais ce que je veux dire sur cette question-là, et c'est une question importante, c'est qu'effectivement, j'ai parlé de l'arbitrage interne. Et je vous ai dit, en arbitrage interne, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si on sait faire de l'interne, on saura effectivement arbitrage international. Donc là-dessus, il n'y a pas énormément de difficultés. L'intérêt de la question, en revanche, est ailleurs, c'est que le droit français de l'arbitrage a une forte propension à internationaliser les procédures. Parce que le critère, c'est que est international tout arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international. Je viens de citer la loi de mémoire de Simon Matin, mais cette définition peut apparaître un peu tautologique. Pourtant, on se la traîne depuis longtemps, et même moi qui ai participé à la rédaction de la loi de 2011, avec 3 autres personnes, nous avons tenu
à répéter cette définition qui peut apparaître tautologique, mais qui est en réalité très bonne et très intéressante au regard notamment de la jurisprudence qui est venue en expliciter la signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, c'est une appréciation commerciale et économique et non pas juridique, des intérêts du commerce international. Et ça veut dire que toute opération qui ne se dénoue pas dans un seul et même pays, donc qui ne se dénoue pas qu'en France, bascule, pour reprendre un mot de ce matin, bascule dans la sphère internationale. Donc, il suffit que l'opération qu'on peut penser franco-française, comme par exemple un contrat de fourniture, on parlait de ça tout à l'heure, d'une machine-outil, eh bien que soit cette machine-outil ait été assemblée en France avec des parties qui ont été usinées ailleurs à l'étranger, soit que cette machine-outil a été achetée par la société française, mais qui s'est fait une société mère ou une société sœur ou un prêteur étranger, pour que ces éléments d'extranéité qui sont autour de l'opération principale, eh bien, viennent teinter d'international tout l'arbitrage qui va donc basculer dans une dimension, comme on dit, internationale. Donc, compte tenu de cela, je pense qu'il y a certainement des procédures, et même au CMAP, qui sont traitées comme étant des procédures nationales domestiques, et encore très bien, qui peut le plus, peut le moins, comme je le disais, mais qui finalement, en cherchant bien, pourraient être qualifiées, notamment par une cour d'appel qui serait saisie d'un recours en annulation, parce que c'est elle, la cour d'appel, qui va qualifier d'international ou d'interne, puisque ça va commander les recours, les recours, oui, possibles, qui sont ouverts. Ça, c'est une matière indisponible, les recours devant la justice française. On ne peut pas choisir de dire, bah là, dans mon affaire, je vais dire que l'appel est possible, alors que la loi dit non. Donc, effectivement, je suis assez persuadé que certainement plus de procédures qu'on ne croit sont des procédures qui ont finalement une dimension internationale, y compris au CMAP. Ceci étant, dans celles qui sont d'emblée internationales, je ne saurais pas dire, donc je me tourne vers Marie et Bérangère pour avoir des précisions. Alors effectivement, on n'a pas encore les statistiques 2020 qui sont en cours d'élaboration, mais en général, on va être de l'ordre de 15-20% des procédures qui vont être internationales. C'est vrai que cette qualification est un vrai sujet. De la même manière, on peut avoir des dossiers qui pourraient être qualifiés d'international parce que ça va concerner un conflit d'actionnaires ou d'associés au sein d'une société luxembourgeoise, mais dont en réalité toutes les parties sont françaises. Mais voilà, s'agissant, pour le deuxième volet de la question, s'agissant des pays qui vont être concernés, je dirais globalement, on va surtout intervenir en Europe et puis aussi de plus en plus en Afrique. Ah, ça c'est un point intéressant. Oui. Donc d'où aussi pour l'année à venir, alors on a une formation. Il y a une particularité quand même un peu francophone aussi de l'arbitrage CMAP, c'est pour ça. Tout à fait. Et puis avec le développement, alors certainement dû aussi à la présence d'une formation, enfin, dans notre catalogue, d'une formation à l'arbitrage OHADA, et ça fait partie aussi face aux demandes de nos clients, on va aussi certainement développer médiation et arbitrage dans l'espace OHADA. Très bien. Donc, ça répond effectivement aux questions. Je viens de dire francophone, mais je me reprends tout de suite pour vous indiquer quand même que les règlements d'arbitrage et de médiation du CMAP sont disponibles en anglais. Donc, a priori, rien n'interdit à conduire un arbitrage ou une médiation en anglais au CMAP. Tout à fait. Et bien au contraire, alors beaucoup pour la médiation, il y a un vrai développement de la médiation internationale, donc beaucoup en anglais, en allemand,
espagnol, italien, portugais, donc voilà, principalement européens. Et en arbitrage aussi, de plus en plus de procédures qui vont se dérouler en anglais. Et là, je pense qu'on doit être de l'ordre de 10% des procédures qui vont se dérouler en anglais. D'accord. Donc ça commence, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, même si ce n'est pas une question, mais un commentaire, hein, n'hésitez pas à prendre la parole, par écrit ou par oral, poser des questions ou nous dire choses peut-être que vous n'avez pas, que vous auriez attendu de ce webinaire et que vous n'avez pas vu venir, n'hésitez pas. Alors en général, j'aime beaucoup ce moment parce que je fais un appel à questions, à remarques, un appel une fois, un appel 2 fois, un appel 3 fois. Et j'ai le plaisir de déclarer cette séance clôturée. Une nouvelle fois, merci beaucoup pour cette intervention vraiment passionnante. Bien évidemment, on reste à disposition. Hein, c'est pas parce que je viens de clôturer qu'on ne pourra pas répondre, aux questions. Et effectivement, il y a une équipe de permanents CMAP qui fait qu'on est globalement à 24 heures sur 24, mais presque, présents au CMAP. Et ce qui nous permet de respecter en plus de manière parfaite le timing avancé, puisque le 10 heures vient de sonner. Donc merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain mardi du CMAP. C'était un plaisir, merci à vous tous et merci pour votre écoute.